En 1206, un homme sans royaume, sans armée, sans nom, reconnu par personne, est proclamé maître du monde connu. 20 ans plus tôt, cet homme dormait enchaîné dans une cage en bois. Sa tribu l'avait abandonné. Son propre beau-père avait failli le tuer. Il n'avait rien. Et pourtant, en l'espace d'une seule vie humaine, cet homme va construire le plus grand empire terrestre de toute l'histoire de l'humanité. Plus grand que Rome, plus grand que les Perses, plus grand que tout ce que le monde avait jamais vu. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Il savait que ça ne durerait pas. Il l'a dit lui-même, de son vivant. Et ses héritiers ont prouvé qu'il avait raison. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est pas seulement l'histoire d'une conquête. C'est l'histoire d'un homme qui a tout donné pour bâtir quelque chose d'impossible et d'une famille qui a tout brûlé par ambition, par jalousie, par bêtise. C'est la plus grande tragédie de l'histoire du pouvoir. Et elle commence dans la steppe mongole, en l'an 1162, avec un enfant qui tient un caillot de sang dans sa main fermée. Temujin naît avec un présage. Selon la tradition mongole, un enfant qui arrive au monde avec du sang coagulé dans le poing sera un guerrier. Sa mère y croit, son père aussi. Mais les dieux de la steppe n'ont visiblement pas lu les présages ce jour-là, parce que les premières années de Temujin ressemblent davantage à une punition qu'à une destinée. La steppe mongole au XIIe siècle, c'est un monde brutal au-delà de ce que tu peux imaginer. Pas d'État, pas de loi écrite, pas de ville. Juste des tribus nomades qui se volent, se trahissent et s'entretuent selon un cycle qui dure depuis des générations. La loyauté n'existe que par intérêt. La paix ne dure jamais. Son père, Yesugei, est un chef de clan mineur, pas puissant, mais respecté localement. Quand Temujin a 9 ans, son père l'emmène négocier un mariage avec une famille alliée. Sur le chemin du retour, Yesugei accepte l'hospitalité d'une tribu tatare. Ce repas partagé lui est fatal. Les Tatars, vieux ennemis des Mongols, l'empoisonnent lentement. Il rentre chez lui pour mourir. Temujin a 9 ans. Il est désormais le chef nominal d'une famille sans protection. Et les hommes du clan ne perdent pas de temps. Ils abandonnent la veuve et les enfants dans la steppe. Pas d'explication, pas d'excuses. Ils prennent les chevaux, les tentes, les provisions et ils partent. C'est la loi de la steppe. On ne suit pas un enfant. Ce moment précis, cet abandon peut être le moment le plus important de toute l'histoire de l'Empire mongol. Parce que c'est là que quelque chose se brise définitivement dans l'esprit de Temujin. La trahison des siens, l'inutilité de la loyauté fondée sur le sang, et une conviction qui va guider toute sa vie. Les systèmes anciens sont pourris. Il faudra tout reconstruire. Sa famille survit en mangeant des baies, des racines, des rats. Sa mère, Heuelun, est une femme d'une force extraordinaire. Elle leur enseigne à ne pas mourir. Mais la steppe ne pardonne pas les faiblesses longtemps. Quelques années plus tard, alors que Temujin commence à reconstituer de petites alliances, il est capturé par le clan Taichiut, des rivaux anciens de son père. Ils lui mettent un carcan de bois autour du cou, un instrument d'humiliation totale. Il est promené de yourte en yourte comme un trophée vivant. Personne dans la steppe ne vaut moins qu'un homme au carcan. Il s'échappe. Et ça, c'est le premier signal que Temujin n'est pas un homme ordinaire. Pas parce qu'il est invincible, il ne l'est pas encore, mais parce qu'il n'accepte pas l'état des choses. Là où un autre se résignerait, lui cherche la sortie. Là où un autre plie, il observe, attend et agit. Après son évasion, il commence à construire méthodiquement. Il récupère sa fiancée Burt, que les Merkites avaient enlevée en représailles d'un vieux conflit familial. Pour la reprendre, il s'allie avec Togrul, chef des Kéraïtes, et son ami d'enfance Jamuga. Cette campagne de récupération, en apparence simple, révèle déjà quelque chose de fondamental chez Temujin. Il ne combat jamais seul. Il construit des coalitions. Il comprend que le pouvoir est d'abord une question d'alliance, avant d'être une question de force brute. Mais l'alliance avec Jamuga ne dure pas. Et cette rupture-là va changer le monde. Jamuga est brillant, charismatique, aussi ambitieux que Temujin. Mais il croit à l'ordre ancien, aux hiérarchies fondées sur la naissance, sur le sang. Temujin, lui, commence à pratiquer quelque chose de révolutionnaire pour la steppe. Il récompense le mérite. Un soldat courageux d'origine humble peut devenir général chez Temujin. Un traître de sang noble sera exécuté. C'est une idée simple. Dans la steppe du XIIe siècle, c'est une révolution totale. Les deux hommes deviennent ennemis.
Ils se combattent pendant des années. Et quand Jamuga est finalement capturé, trahi par ses propres hommes, Temujin lui offre le choix, rejoindre ou mourir noblement. Jamuga choisit la mort. Il demande à être tué sans effusion de sang, comme il convient à un aristocrate. Temujin respecte ce dernier vœu. Il y a dans cet épisode quelque chose qui dit tout sur Temujin. Il peut être impitoyable, mais il n'est jamais petit. En 1206, sur les rives de l'Onon, les chefs de toutes les tribus mongoles unifiées se réunissent en Kurultaï, une grande assemblée. Un chaman annonce que le ciel bleu éternel a choisi son instrument sur terre. Temujin est proclamé Genghis Khan. Ce mot, Genghis, vient probablement du vieux turc. Il signifie océan, universel, sans limite. Il a 40 ans. Son empire, pour l'instant, fait la taille de la France. Dans 20 ans, il fera la taille d'un continent. Ce qui rend les conquêtes mongoles proprement incompréhensibles pour un œil moderne, c'est leur vitesse. Les armées de l'époque se déplacent lentement. Les sièges durent des mois, parfois des années. La logistique est le tombeau de toutes les ambitions militaires. Tout le monde le sait. Tout le monde s'y plie. Genghis Khan ne s'y plie pas. Il réinvente la guerre. Premièrement, la mobilité. Les cavaliers mongols sont les soldats les plus mobiles de leur époque, sans comparaison possible. Chaque homme possède plusieurs chevaux. Il alterne entre eux, couvre des distances que les armées sédentaires jugeaient impossibles. Une armée mongole peut parcourir 100 km par jour. Une armée européenne de l'époque en parcourt 30. Deuxièmement, la psychologie. Genghis Khan comprend avant tout le monde que la guerre se gagne dans les têtes avant de se gagner sur les champs de bataille. Sa tactique de terreur est calculée, froide et brutalement efficace. Avant d'attaquer une ville, il envoie des émissaires. Le message est toujours le même. Rendez-vous sans résistance, et votre vie sera préservée. Résistez, et tout sera détruit. Tout, sans exception. Ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est une stratégie, parce que quand la ville suivante entend ce qui est arrivé à la ville précédente, ses défenseurs hésitent. Et l'hésitation, en guerre, c'est déjà la défaite. Troisièmement, l'adaptabilité. Les Mongols n'ont aucun complexe à apprendre des peuples qu'ils conquièrent. Ils n'ont pas de tradition de siège. Ils recrutent des ingénieurs chinois qui leur apprennent. Ils ne connaissent pas la navigation. Ils embarquent des marins. Genghis Khan traite la connaissance comme une ressource de guerre. C'est extraordinairement moderne. Entre 1207 et 1200, 27-20 ans, les Mongols engloutissent l'empire Shishia, la Chine du Nord sous les Jin, une grande partie de l'Asie centrale, et l'Asie centrale, et le Khorezm, l'un des empires les plus puissants du monde islamique de l'époque. La destruction du Khorezm mérite qu'on s'y arrête. Le sultan Mohammad II avait commis une erreur fatale, faire exécuter les ambassadeurs de Genghis Khan venus proposer une alliance commerciale. Dans la culture mongole, tuer un ambassadeur est l'offense suprême. Impardonnable. Genghis Khan mobilise 200 000 hommes. Ce qui suit est l'une des catastrophes les plus totales de l'histoire médiévale. Samarcande, Boukhara, Merv, Nishapur, des villes qui comptaient parmi les plus grandes et les plus cultivées du monde, sont rasées. Les historiens arabes qui écrivent quelques années plus tard ne trouvent pas les mots. L'un d'eux écrit qu'il a hésité pendant des années à coucher l'événement sur le papier parce qu'il craignait que personne ne le croie. Des millions de morts, des bibliothèques millénaires brûlées, des systèmes d'irrigation sophistiqués détruits et avec eux, des régions entières qui ne se remettront pas avant des siècles. Genghis Khan n'est pas un héros. Il faut le dire clairement. Ce qu'il fait au Khorezm, en Chine, en Perse, c'est une destruction à une échelle que le monde n'avait encore jamais connue. Des études démographiques modernes estiment qu'il est responsable de la mort d'environ 40 millions de personnes. Dans un monde de 400 millions d'habitants, c'est un dixième de l'humanité. Et pourtant, et c'est là où l'histoire devient vraiment complexe, cet homme construit quelque chose en même temps qu'il détruit. La Pax Mongolica, la paix mongole. Sur les terres unifiées sous bannière mongole, il instaure la sécurité des routes commerciales, la liberté religieuse, la protection des marchands. La route de la soie, paralysée depuis des générations par les conflits tribaux, rouvre. Des idées, des marchandises, des technologies circulent de la Chine jusqu'à l'Europe comme elles ne l'avaient jamais fait. Marco Polo ne sera possible que parce que Genghis Khan a existé.
C'est l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire. Le plus grand destructeur du monde médiéval est aussi l'un de ses plus grands architectes. En 1227, Genghis Khan meurt. Les circonstances exactes restent floues. Peut être une chute de cheval, peut être une maladie, peut être les deux. Il a entre 60 et 65 ans. Son empire s'étend de la Corée jusqu'à la mer Caspienne. Et juste avant de mourir, selon plusieurs sources, il aurait dit à ses fils, réunis à son chevet, quelque chose d'une lucidité presque douloureuse. Il leur aurait dit « L'empire ne survivra que si vous restez unis. Et vous ne resterez pas unis. » Il avait raison. Ce qui se passe après la mort de Genghis Khan est l'une des plus grandes études de cas de l'histoire sur la façon dont le pouvoir corrompt les systèmes. Son troisième, fils Ögdei, lui succède comme Grand Khan. C'est le choix de Genghis lui-même, pas le fils aîné, Jochi, déjà mort, ni Chagatai le violent, mais Ögedei le modéré, celui qui sait écouter. Sous Ögedei, l'empire continue de s'étendre. Les armées mongoles enfoncent la Russie, la Pologne, la Hongrie, l'Europe tremble. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Puis Ögedei meurt en 1240, et un trop de vin, trop de festins. Et à partir de là, la machine commence à gripper. Le problème est structurel. Genghis Khan avait divisé son empire entre ses fils, comme un père divise ses troupeaux. C'était logique dans la culture mongole. Mais dans un empire de cette taille, ça crée des entités quasi indépendantes avec des intérêts divergents. Chaque khanat, la Horde d'Or en Russie, le khanat de Chagatai en Asie centrale, le khanat de Perse et l'empire mongol de Chine commencent à se comporter comme une puissance distincte. Les Kurultai, censés élire les grands khans, deviennent des champs de bataille politiques. Des régences s'étendent pendant des années. Les généraux brillants qui avaient conquis l'Eurasie sous Genghis Khan sont remplacés par des courtisans, par des princes élevés dans le luxe des palais plutôt que dans la rudesse de la steppe. Kublai Khan, petit-fils de Genghis, fondateur de la dynastie Yuan en Chine, est un génie administratif. Il comprend qu'il faut gouverner différemment, une Chine de 100 millions d'habitants et une steppe mongole de quelques millions de nomades. Il se sédentarise, adopte les codes chinois, bâtit Pékin. C'est un dirigeant remarquable. Mais pour les Mongols traditionnels, il est un traître à l'identité mongole. Et ceux qui pensent ça ne sont pas dans le khanat de Kublai, ils sont dans les autres khanats, qui commencent à le voir comme un rival autant qu'un cousin. Les guerres intermongoles éclatent. La Horde d'Or contre le khanat de Perse, le khanat de Chagatai contre tout le monde. Des armées qui avaient ensemble vaincu les Chinois, les Perses, les Russes, se battent maintenant entre elles pour le contrôle de villes et de rivières à la frontière de leur territoire. La terreur qui avait figé le monde entier commence à se dissoudre. Les peuples conquis commencent à résister. En Chine, une révolte populaire chasse les Yuan en 1368 et donne naissance à la dynastie Ming. En Perse, les Ilkhanides se convertissent à l'islam et commencent à se fondre dans la culture locale. La Horde d'Or s'effrite, morcelée, affaiblie par la peste noire qui dévaste ses routes commerciales. L'empire que Genghis Khan avait mis une vie à construire disparaît en moins de 150 ans, pas sous les coups d'un conquérant extérieur, pas vaincu sur un champ de bataille par un génie militaire rival, démoli de l'intérieur, pièce par pièce, par des hommes qui se croyaient dignes de l'héritage de leurs ancêtres et qui n'en avaient ni la vision, ni la discipline, ni la grandeur. Il y a une question que l'histoire de l'empire mongol pose et à laquelle elle ne répond jamais complètement. Est-ce que quelque chose d'aussi immense pouvait durer ? Genghis Khan avait inventé un système de gouvernance fondé sur une chose que lui seul possédait pleinement, l'autorité personnelle absolue, gagnée dans le sang et la steppe, légitimée par des décennies de victoires impossibles. Il n'y avait pas de constitution mongole, il n'y avait pas d'institution capable de survivre à leur fondateur. Ce que Genghis Khan n'avait pas compris, ou peut-être avait compris, mais ne pouvait pas résoudre, c'est qu'un empire, ce n'est pas un homme. Un empire, c'est une idée qui doit pouvoir se transmettre sans l'homme qui l'a eue. Rome a survécu à ses empereurs parce que l'idée de Rome existait indépendamment de César. Le droit, les institutions, la culture, tout ça pouvait survivre à un mauvais dirigeant, et même à plusieurs mauvais dirigeants de suite. L'empire mongol n'avait que Genghis, et Genghis était irremplaçable.
Aujourd'hui, environ 16 millions de personnes dans le monde sont génétiquement descendants de Genghis Khan. C'est le chiffre le plus élevé jamais mesuré pour un seul ancêtre dans l'histoire de l'humanité. L'homme qui avait été abandonné dans la steppe avec un carcan de bois autour du cou a laissé une empreinte biologique sur l'humanité que personne, jamais, n'a égalée. Mais son empire disparut, parce qu'il avait oublié ou refusé de voir que les empires ne meurent jamais de leurs ennemis. Ils meurent toujours de leurs héritiers.